Vif du sujet avec Enis Moraï. Et dans le vif du sujet démarre à l'instant même et se poursuit jusqu'à 9h comme tous les mercredis matins avec Enis Moraï. Bonjour Enis. Bonjour Afef. Ce matin, on a le plaisir de recevoir Monsieur Fawzi, membre du bureau politique du parti Al-Massar, dans un premier lieu, en première partie de notre entretien pour ce matin. Et puis en deuxième partie, on aura le plaisir de recevoir Madame Khamei El Fenich, membre du conseil de l'ISI, et Monsieur Fawzi Charfi, il est déjà avec nous. Bonjour, c'est Fawzi, bienvenue sur RTCI. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Enis, on va parler des élections et puis on parlera également du choix de la décision de Nid Detoun annoncée dimanche dernier. Ils ont décidé, le parti a décidé de démarrer les élections avec des listes propres à lui. Oui, comme vous venez de le dire, Afef, donc dans une deuxième partie, on va essayer de faire le point, comme nous le faisons chaque fois lorsqu'il y a du nouveau par rapport à l'ISI. Ensuite, dans une première partie, ce qui est important maintenant, c'est de discuter avec Fawzi Charfi, Marhabik Fawzi, et essayer de comprendre un peu cet échiquier politique est en train de changer. On a vu que l'Union pour la Tunisie n'est plus ce qu'il était depuis l'annonce du parti Nid Detoun, ce qui constitue quand même la locomotive de cette union-là. Le parti Massar est dans le collimateur de certaines critiques qui ont été faites par les leaders de Nid Detoun. Lui aussi est en train de critiquer Nid Detoun par rapport à un égoïsme de faire les législatives et les présidentielles en solo. On va essayer de tirer tout ça au clair avec Fawzi. La décision de Nid Detoun d'aller aux législatives en solo avec donc l'emblème de Nid Detoun sans l'Union pour la Tunisie. Et vous, au Massar, donc vous avez été un peu quand même, je dirais, éreinté par cette décision-là. Bien, bonjour. Ce que je voudrais dire d'abord concernant l'Union pour la Tunisie et la position de Nid Detoun, c'est que cette décision est arrivée après une divergence de point de vue concernant le calendrier des élections, savoir que c'était l'élection qu'il fallait privilégier en premier par rapport dans le cadre du dialogue national. Bien sûr, dans le dialogue national, et je voudrais le préciser juste 3 minutes pour la clarté pour nos auditeurs, c'est que sur les 19 intervenants dans le dialogue national, 18 étaient pour la séparation des deux processus électifs législatifs et présidentiels, sauf Nahda qui était pour la concomitance. Ensuite, il y a eu pas mal de discussions, il y a des glissements de certaines tendances, et arrivé à accepter, à décider du principe de la séparation des élections, certains partis étant pour les législatives premières et d'autres pour les présidentielles premières. Dont le nôtre, et je tiens à rappeler à nos auditeurs, c'est que le Massar a été le premier parti qui d'emblée a établi une position que nous pensons être réfléchie sur des notions objectives, indépendante de nos intérêts pratiquement, parce qu'on nous reproche souvent de ne pas trop penser à Al-Massar et à l'intérêt de notre parti, mais nous avions déjà précisé que nous voulions des législatives premières, dans la mesure où nous considérons que premièrement, le pays a besoin de stabilité actuellement, a besoin de structures de décisions exécutives qui règlent les problèmes socio-économiques urgents dans le pays. Et nous voyons toutes les difficultés qu'a le gouvernement actuel du fait de son caractère temporaire. Mais ça, c'est tous les partis qui sont d'accord sur cette éventualité-là. Voilà. Mais nous avons considéré que l'état actuel du pays nécessite qu'on ait un gouvernement en premier. Le gouvernement, vu le régime, la nature du régime politique qui va émaner de la Constitution, qui est la conséquence de ce qui a été voté à la Constitution, c'est que on aura un exécutif à deux têtes. Le pouvoir exécutif sera essentiellement
entre les mains du chef du gouvernement qui émanera du parti qui aura le plus grand nombre, la majorité parlementaire. Donc c'est une sorte de régime parlementaire un peu rationalisé si vous voulez, et le chef de l'État aura un rôle de représentation de l'État, aura un rôle d'unification, unificateur du peuple tunisien, et aura quelques responsabilités au niveau de la politique étrangère, de la politique de défense. Sur les motivations de votre le fait d'avancer donc les législatives par rapport aux présidentielles, nous sommes d'accord. Mais ce qu'on vous reproche aussi dans l'Union pour la Tunisie, et en fait ça a été l'Union pour la Tunisie consacrer un certain optimisme pour beaucoup de Tunisiens. Tout à fait. La question, plutôt, je dirais, le malaise qui s'en est senti donc de cette union-là, c'est que chez Nidetoons, par exemple, on dit vous n'avez pas privilégié donc les intérêts des uns et des autres. On doit le dire aussi, dans l'autre camp, Massar dit aussi que Nidetoons ne privilégie que ses intérêts à lui. Ça, Jumhour, il a très bien compris. Et c'est pour cela que Jumhour a quitté depuis quelque temps, disant que finalement ce parti-là ne réfléchit que par rapport à ses considérations, donc je dirais internes et personnelles. Ce qu'on vous reproche réellement, c'est cet effacement par rapport à Nidetoons dans votre parti. Vous avez été trop patient à, je dirais, mettre votre cachet dans ce parti-là, et finalement vous avez remarqué qu'au sein de Nidetoons, il y a une frange particulière qui, même au sein de Nidetoons, est en train d'essayer d'accaparer Nidetoons. Donc, a fortiori, qu'est-ce que ce parti ferait avec ceux qui n'appartiennent pas à sa famille à lui? Là, on vous reproche trop de temporisation. Alors, ce qu'on peut nous reprocher, c'est de vouloir franchement essayer de jouer au maximum la carte du rassemblement et du regroupement des forces démocratiques. Nous sommes un des membres fondateurs de l'Union pour la Tunisie qui a été fondée en janvier 2013. Nous sommes un parti important dans cette Union pour la Tunisie, et effectivement, on peut considérer... On dit que vous êtes important par le nom, par les personnalités, mais vous n'êtes pas important par le nombre. C'est exact, mais vous savez, le principe de cette alliance n'a pas été fait sur un principe numérique ou de déséquilibre. Nous savons qu'il y a un déséquilibre numérique entre Nider, El Massar, le Jumhouri, le Parti du Travail démocratique et le Parti socialiste de gauche. Et il est certain que nous avions décidé, c'est un accord politique, c'est un accord politique qui décide d'une alliance politique, stratégique, politique et électorale, d'un front politique et électoral. Toutes les chefs de parti ont signé un document qui est un accord pour aller ensemble aux élections. Nous avons toujours demandé à ce que l'Union pour la Tunisie soit le cadre idoine qui permette aux forces démocratiques de se rassembler et d'être avec Nider qui est un parti important, et nous sommes conscients de ce déséquilibre, mais nous avons toujours considéré que Nider pouvait être un fer de lance et avancer, mais que Nider, n'oubliez pas qu'il y a 1 an et demi, au moment où nous avons signé ce document, personne ne discutait avec Nider, peu de gens, et l'Union pour la Tunisie a été l'occasion pour Nider de normaliser un peu sa situation par rapport à Jabhat Charbiya, par rapport à d'autres partis politiques qui refusaient de discuter avec Nider, considérant que c'était le retour du RCD. Justement, vous n'avez pas le sentiment d'avoir été utilisé? Alors, on peut, vous savez, il est toujours facile de juger a posteriori. Nous sommes partis d'une conviction simple qui est la suivante, c'est qu'il ne faut pas reproduire en fin 2014 le schéma des élections du 23 octobre 2011. Donc rassembler les partis qui partagent la même vision sociétale et qui ont des programmes économiques ou des visions économiques et sociales très proches. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes rentrés dans l'Union pour la Tunisie. Moi, je peux vous dire qu'Al Massar, nous ne regrettons pas notre démarche. Notre démarche a été d'aller jusqu'au bout dans le processus unitaire. Et nous regrettons évidemment que actuellement Nider ait pris cette décision de partir seul aux élections législatives sous la bannière de Nider. Je rappelle que Al Massar a été le premier parti qui a réagi positivement à l'appel de M. Béji Caïd Sebsi, l'appel du 26 janvier 2012. Nous avons été les premiers à le saluer, et considérant que M. Béji Caïd Sebsi devait se situer au-dessus des partis comme élément fédérateur et rassembleur de la famille démocratique qui avait eu du mal à se rassembler pour les élections d'octobre 2011 et qui a eu du mal à se rassembler
après les élections, puisque j'ai été témoin des tentatives avortées malheureusement d'unification entre le PDP, Tajdid et d'autres partis au sortir des élections d'octobre 2011. Je crois que nous avons poussé dans ce sens. Nidé, malheureusement, cette idée que M. Béji soit au-dessus des partis n'a pas trouvé l'écho suffisant, et Nidé s'est constitué en parti, donc on a fait avec. Actuellement, après, on est parti dans l'Union pour la Tunisie. Bien sûr qu'à chaque fois, on a essayé de mettre sur la table et de discuter du processus électoral. À chaque fois, Nidé a demandé des reports en attendant la loi. C'était pas nécessaire pour claquer la porte à ce moment-là? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de claquer la porte parce que nous croyons à ce cadre fédérateur. Et c'est actuellement Nidé qui risque de se mettre en marge de ce cadre de l'UPT. L'UPT, ce n'est pas parce que Nidé va partir seul aux législatives que l'UPT est terminé, que l'UPT est morte. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, l'UPT n'est pas morte. L'UPT continuera peut-être sous une forme différente. Qu'est-ce que vaut l'UPT sans Nidé Toun? C'est ça la question. Alors, aussi. l'UPT... C'est-à-dire vous-même, je rectifie un peu ma question, c'est-à-dire vous-même au Massar, est-ce que vous allez demain avec des listes, donc avec l'UPT? Parce que chez Nidé Toun, on fait un peu du réel politique aussi. Oui. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Oui. Et on se dit, ils se sont dit ça, et moi j'ai des échos depuis une année, selon lesquels le RAFEF, Nidé Toun, dit tout clairement, pourquoi je devrais donner une place à un élu du Massar ou un élu donc de Jumouri à l'époque, alors que moi je pourrais placer mon élément à moi. Voilà, le plus important, je suis dans une coalition politique, je ne suis pas dans une coalition électorale, justement parce que je pense être plus à même de présenter des têtes de liste ou des candidats donc mais ce n'était pas l'essence même de l'Union pour la Tunisie. L'accord qui a été signé en janvier 2013 était un accord politique et électoral. Ensuite, on s'est mis à discuter les différentes modalités permettant de rentrer aux élections. Il s'avère que maintenant, Nidé a fait son choix, et vous le savez, et ce n'est un secret pour personne, que ce choix n'est pas tout à fait unanime et qu'il y a plusieurs tendances au sein de Nidé, qui a été un melting pot en fait, et n'oublions pas que l'essence même de Nidé est faite sur l'appel de Béji Khaïtseb, c'est de rassembler les forces démocratiques. D'accord? Donc, à partir du moment où il y a maintenant des gens qui sont à l'intérieur de Nidé, avec qui on discute, qui nous disent, nous, on est d'accord pour aller sur des listes communes. Il s'avère que cette tendance est malheureusement actuellement minoritaire. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Actuellement, je pense que certaines personnes à Nidé se laissent un petit peu, malheureusement, bercer par les sondages et par la force de ce parti. Ce parti est un acquis important pour la Tunisie parce qu'il a permis de rétablir un peu l'équilibre politique des forces politiques. Avec Nada, qui était vraiment trop dominante dans le paysage politique. Mais nous avons vu qu'à chaque fois que les forces démocratiques se sont rassemblées, notamment au sitting du Bardo, nous avons été capables, à l'aide de la société civile et de rassemblement de ces forces qui partagent le même projet de sociétal, qu'est-ce qu'on a été capable de faire et d'impulser comme énergie, comme dynamique positive. Nous voulions rester dans cet esprit-là. Nidé a choisi une autre voie. L'UPT doit continuer avec les éléments qui y sont, même s'ils sont numériquement faibles par rapport à Nidé, et avec un élargissement. Il y a plusieurs partis qui ont demandé à rentrer à l'Union pour la Tunisie et qui étaient en stand-by en quelque sorte, qui étaient en attente de la clarification du process électoral. Maintenant que ce process électoral est clarifié, ces partis-là vont pouvoir se décider, et nous restons, nous, convaincus, Al-Massar, qu'on est capable d'être au centre du regroupement de ces forces, parce que la loi électorale est la même que celle de 2011. Cette loi électorale va favoriser la dispersion des voix dans les listes, et nous refusons, nous, au niveau de notre parti, de reproduire ce schéma qui serait catastrophique, parce que indiqué que l'Union pour la Tunisie existe encore et toujours et affrontera les élections législatives avec des listes communes. Pour la Tunisie, gardera toujours la même position sur le plan politique. Moi, si Fawzi est un éminent, un légume, c'est-à-dire il est en état végétatif. Donc Nidé Toun, c'est un parti important, malgré les remous qui existent en son sein. Je ne sais pas s'il va imploser à cause de ces, je dirais, luttes intestines au sein, mais ce qui est clair, Nidé Toun était la locomotive donc de l'Union pour la Tunisie. Massar est un parti
je dirais, les figures emblématiques qu'il contient, Samir Taïeb, Brahim, Sifawzi Sharafi, des femmes comme Salma Bakar et autres, c'est des militants de la première heure, c'est des militants très importants, sauf que ils pêchent par, je dirais, son côté élitiste, un peu élitiste, qui fait de lui un parti, je dirais, de l'écrémage. C'est un parti qui regroupe la crème, je dirais, des intellectuels. C'est ce qui colle, si Fawzi, donc à l'image de votre parti. Je vais vous répondre. C'est ce qui colle, et peut-être on reproche aussi au parti Massar de ne pas être réellement un parti qui s'investit beaucoup, ou qui peut toucher. Ah, il peut s'investir donc dans les régions, mais il ne peut pas peut-être toucher donc le Tunisien moyen parce qu'il n'utilise pas un langage populiste, alors que vous savez maintenant le populisme paye. Voilà. Mais actuellement, le Massar, à mon sens, devrait chercher, parce qu'il a un fonds de commerce énorme, devrait chercher des alliances à faire, et c'est justement ma question par rapport à Sifawzi. Admettons que l'Union pour la Tunisie soit un légume, comme je viens de le dire, et ça n'engage que moi, bien entendu. Vous êtes en train de remarquer qu'il y a des alliances qui sont en train de se nouer actuellement. Il y a le Takatol qui noue une alliance, une plateforme. Oui, avec le courant démocratique. Voilà, avec le courant démocratique, deux autres partis de gauche. Vous-même, on dit que vous êtes tenté par une alliance avec Jabha Charbet, c'est un peu un retour vers les sources. Qu'en est-il qu'est-ce qui va se décider dans votre congrès que vous allez faire très bientôt? Bien. Alors, je vais vous répondre sur les trois aspects. Oui. D'abord, sur l'aspect parti élitiste. Bien sûr, nous avons une image qui nous colle, qui est celle d'un parti élitiste. Nous sommes en fait un parti de valeurs, un parti de principes, un parti qui reste convaincu que l'exercice de la politique peut être moral, doit être moral, et qu'il n'y a pas que l'immoralité n'est pas contingente de la politique, contrairement à ce que on dit, et nous considérons que l'exercice de la morale de la politique est fondamental pour ne pas dégoûter nos concitoyens de l'exercice de la politique. Nous sommes en train de construire une démocratie naissante, un exercice pluraliste naissant, une expérience nouvelle, et je crois que si vous voyez le taux d'abstention estimé pour les prochaines élections, qui est absolument effrayant par rapport à des élections, considérer que des gens sont morts pour qu'on puisse aboutir à la démocratie, à terminer un processus de transition dont les élections n'ont qu'un des éléments constitutifs, et pas le seul, et que 50 ou 60% des gens ne savent pas pour qui vont voter, et qu'il y a probablement la moitié tunisienne qui se désintéresse un petit peu de la chose politique. Et ça, c'est un questionnement à faire. Restons un parti qui n'est pas encore un parti de masse. C'est vrai que nous ne sommes pas un parti de masse. Nous en sommes conscients, et nous sommes en train de travailler là-dessus. 21 et 22 juin, et dont la séance inaugurale aura lieu le 20 juin à 16h au Grand Hôtel à Al-Mazaneuf. Dans ce cadre-là, nous avons fait une tournée des régions. Nous avons vu que, je vous assure que dans certaines régions, comme à Sejnen, comme à Mejel Blahabès, comme au fin fond de la Tunisie, revenons à notre idée de la nécessité de mettre en commun le potentiel de chaque ensemble. Alors, considérant, bien sûr, nous n'avons pas de discours populiste, c'est clair, et nous devons construire des alliances cohérentes. Ces alliances ne peuvent pas être des alliances contre nature. Il ne s'agit pas d'avoir une alliance juste pour arriver à un siège. Nous, à Al-Massar, nous sommes convaincus que si on se présentait tout seul demain, on pourrait faire élire nos 9 élus. Donc, ce n'est pas un gros problème. Nous avons des élus de valeur intrinsèque suffisante pour qu'ils puissent, même sur des listes indépendantes, et sans aucune prétention, arriver à se réélire. Notre but n'est pas ça. Pas d'alliance avec Nahda. Nous n'avons pas d'alliance à l'ordre du jour avec Nahda, ça c'est clair. Et nous le disons, et nous n'avons pas d'alliance cachée, ni de choses en sous-main. Simplement, nous essayons toujours, dans le cadre pour la Tunisie. Je pense lorsque Nidé Tounes était dedans, je pense. Oui, lorsque Nidé Tounes était dedans, mais le problème... Vous savez, moi je peux vous dire que la présence de Nidé Tounes au sein de l'UPT, à mon avis, aurait pu être plus à l'existence de l'UPT, un obstacle à l'intégration de partis qui n'avaient pas envie de voir en idée un recyclage du RCD, et c'est El Joumouri, El Massar, le Parti Socialiste et le Parti du Travail Démocratique qui ont permis la normalisation. Et c'est nous qui avons normalisé la position de l'idée avec Jabha Charbet dans le cadre du Front du Salut National. Juste une petite remarque à vous faire, je vous laisse continuer.
vous n'avez pas quand même, je dirais, sorti d'une union pour la Tunisie, malgré le fait que sur Nida Tunis, il y avait des soupçons du retour des RCDistes. Ça aussi, il faut vous le reprocher également en tant que parti militant. Nous sommes partis sur le principe que nous avions un projet de société à défendre et qu'il fallait rétablir... Même avec les RCDistes. Non, je dis pas même avec les RCDistes, c'est un vaste problème et il y a beaucoup à dire. On peut pas mettre tous les RCDistes dans le même panier. Nous avons été contre le retour de M. Mohamed Ghaliani dans Nida. On l'a dit. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, nous ne sommes pas sortis de l'Union pour la Tunisie comme le Jomoli. Mais parce que nous considérons que le cadre est nécessaire et idoine pour rassembler les forces. Et qu'aujourd'hui, nous avons dit, à chaque fois qu'il a fallu s'opposer à Nida pour la défense de nos valeurs, de nos principes, on l'a fait. La preuve, c'est qu'on n'a pas eu de discussion préalable concernant la prééminence des élections. Et nous sommes restés sur notre position. Nida, certains membres... Vous attendiez peut-être à aller dans des listes communes et à placer donc certains dirigeants en tête de liste. Là, Nida a dit non, c'est pour ça que vous ce n'est pas une question de placer, non, c'est une question de philosophie. Voulez-vous qu'on aille aux élections ensemble ou pas? Oui, mais de quelle manière? Nida lâche un peu de l'Est. Et celui qui doit lâcher le plus, c'est celui qui a le plus à gagner qui doit lâcher le plus. C'est pas celui qui n'a pas grand-chose. Ça, c'est pas de la réelle politique, je suis désolé. Écoutez, si la réelle politique consiste à dire aujourd'hui, je vaux dans des sondages qui valent ce qu'ils valent. Oui. Les sondages, il faut leur donner une importance toute relative. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je sors sur la vague des sondages et que je veux 30% et que j'ai des sondages internationaux, étrangers, tunisiens, etc. qui me donnent gagnant, moi je n'ai aucun problème que Nida y aille, qui gagne. La responsabilité que nous avons en tant que membres de partis politiques à l'heure actuelle, c'est de dire à ceux qui nous écoutent que ce qui est important, c'est d'arriver premier aux élections législatives. C'est le parti arrivé premier aux élections législatives qui va détenir la plus grande partie du pouvoir exécutif. Et toute personne qui prendra ses responsabilités actuellement prendra aussi la responsabilité en cas d'échec. Nous ne voulons pas aller à l'échec et nous sommes aussi convaincus que beaucoup de gens sont sur Nida et sont allés à Nida en tant que sympathisants de Nida parce que c'est l'idée de rassemblement qui était intéressante et qui crée une mouvance et une dynamique. Un dernier mot, excusez-moi, un dernier mot avant de recevoir... oui, mais j'ai une dernière question justement par rapport à ce sujet et au prochain sujet, une transition. Mais je vous laisse poser la question d'abord à Fawzi Charfi. Je l'ai oublié. Alors, je voudrais vous poser une question, Enis, par rapport à la différence entre se présenter en liste commune, quel est le principe, et puis se présenter en solo. Alors, présenter en solo, on peut le comprendre, mais quel est le principe de se présenter aux élections avec des listes communes? Je vais vous résumer un peu et résumer aux auditeurs donc les enjeux. Alors, il y a deux types d'alliances, les alliances politiques et les alliances électorales. Les alliances politiques, c'est-à-dire nous œuvrons nous-mêmes dans ces partis-là, comme le Massa, comme les autres, pour essayer de fortifier, je dirais, l'électorat. On va voir qu'est-ce qu'on va peser dans le prochain Parlement. D'accord? Voilà. Et puis, il y a des listes, il y a ce qu'on appelle le front électoral. Là, le front électoral, il va y avoir une fusion des différents candidats, des différents partis. C'est-à-dire, vous pouvez trouver... Au nom de l'Union pour la Tunisie, Fawzi Charfi tête de liste, ensuite Marcel Marzouk en deuxième position, ensuite un troisième du troisième parti là de gauche, ainsi de suite. Voilà. Et chacun donc essayera donc d'obtenir tout l'électorat. Vous voulez qu'on entre dans une coalition électorale alors que je peux, lorsque je vais tout seul dans une circonscription électorale, rafler la mise. Pourquoi je vais donner au Massar un siège, alors que moi, je pourrais l'avoir pour mon parti? Pourquoi le donner? Même si le Massar est parce que Nida ne raisonne plus en termes de force de rassemblement. Il raisonne maintenant en de poids dans le Parlement politique, en termes de parti. Aux oubliettes et dire maintenant j'y vais tout seul. Nous considérons que ce serait une erreur politique. Et nous sommes encore en discussion ouverte avec Nida pour pouvoir continuer à discuter parce que le projet de société, parce que les projets économiques sont fortement dépasse les considérations purement politiciennes de postes et de sièges, nous laisse penser que nous avons en face de nous un adversaire politique sérieux.
un adversaire politique solide, qui connaît pas la politique, qui sait manœuvrer. On l'a de NAD. NAD, absolument. Oui. On sait comment ça se passe. NAD a un fonds de roulement, un fonds de commerce, un fonds électoral stable, et c'est en 30 secondes, c'est pour vous dire que c'était un de nos leitmotifs pour avancer les législatives premières. C'était que, en fonction de la loi électorale, on avait peur du nouvel éparpillement des listes et des voix, et nous avons voulu que les forces démocratiques se rassemblent avant les élections présidentielles, parce que si on avait fait les élections présidentielles avant, avec une multitude de candidatures de 30 ou 40 candidats, il y aurait eu des querelles intestines et sanguinaires au niveau de la entre guillemets, au niveau de la campagne présidentielle, et il aurait été beaucoup plus difficile ensuite de faire des rassemblements législatifs a posteriori. Voilà. Une courte pause, et puis on aura le plaisir de recevoir avec nous Madame Khameh El Feniche, membre du conseil de l'ISI. À tout de suite. Et dans le vif du sujet, continue toujours sur les ondes de RTCI. La deuxième partie de ce rendez-vous est consacrée aux élections, n'est-ce pas, à Nice? Et nous avons le plaisir de recevoir Madame Khameh El Feniche, membre de l'ISI. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci à vous et je suis vraiment ravie d'être ici. Alors, hier, le président de l'instance supérieure indépendante des élections, M. Chafir Sarsar, a constaté lors d'une conférence sur le thème « Les problématiques de la législation électorale et les élections de 2014 » que les dispositions transitoires dans le texte de la Constitution, notamment en ce qui concerne le déroulement des élections, prêtent à de multiples interprétations. Il a aussi précisé que certaines interprétations laissent envisager, entre autres, la possibilité de repousser les élections après l'année 2014, mais aussi 15 avec le numéro de la carte d'identité plus dièse, oui. Voilà, j'ai pas terminé. Ah, voilà. Est-ce que vous êtes inscrit? Moi? Est-ce que vous êtes inscrit? Est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer un SMS? Bien sûr, je l'ai envoyé et je sais même où je vais voter la prochaine fois. Pratiquement, plusieurs personnes ont essayé ce nouveau service. D'abord, vous l'avez déjà, vous avez taper étoile 195 étoile, numéro de la carte d'identité, étoile, code centre de vote, dièse. Bureau de vote, est-ce qu'on peut le changer? Et comment faire? Alors voilà, je vais au fait faire un petit récap sur toutes les procédures d'inscription. Alors depuis lundi, donc effectivement ce service est opérationnel. Beaucoup de personnes ont déjà commencé à le tester. Oui. Le 16 juin jusqu'au 23 juin, c'est uniquement pour s'assurer et pour vérifier si on est bel et bien inscrit depuis. Il ne permet pas l'inscription puisque la date effective de lancement de la campagne d'inscription commence le 23 juin, mais c'est un service effectivement qui permet aux inscrits volontaires, qui se sont inscrits donc volontairement, qui se sont présentés physiquement auprès des bureaux d'inscription fixes ou mobiles de 2011, qui peuvent donc vérifier s'ils sont inscrits ou pas. Alors pour tous les autres, ils vont effectivement recevoir un message de veuillez réessayer plus tard, ou bien nous ne pouvons pas vous répondre, veuillez vous adresser au bureau d'inscription. Voilà, elle n'est pas conforme au numéro de la carte d'identité et ça, donc ça, le système ne permet pas de le tolérer parce que quand même il faut s'assurer de l'identité de la personne et le numéro de carte d'identité reste l'identifiant unique, donc il faut quand même se reposer sur cet identifiant-là. Voilà. Pour les non-inscrits à présent. Soit qu'il ait voté effectivement, que cette personne ait voté en 2011 sans être inscrit volontairement, donc ça, il faisait partie donc de la population inscrite passivement, donc les inscrits automatiques. Et du coup, donc, il ne pourra jamais vérifier donc s'il est inscrit ou pas, puisqu'il n'a pas. Excusez-moi, Madame Feniche, il faut juste rappeler l'inscription automatique, c'est-à-dire vous avez atteint l'âge, vous avez toutes les conditions, vous pouvez aller voter, vous allez trouver votre nom qui existe dans les centres donc de l'ISI qui sont donc réquisitionnés à cet effet. Actuellement, ce n'est pas le cas. Est obligatoire effectivement pour exercer son droit au vote. Donc juste pour résumer les scripts, donc pour la personne qui désire vérifier si elle est inscrite ou pas, c'est étoile 195 étoile, numéro de la carte d'identité dièse. Et là donc on recevra un SMS de confirmation. Vous êtes bien inscrit, 2 points, et l'adresse du centre de vote dans lequel la personne a voté en 2011. Donc ici effectivement je réponds à votre question. Qui est de savoir si on peut modifier ou pas via donc le téléphone portable, ce service. Via ce service, si on peut changer le bureau centre de vote. C'est une réaffectation au fait à un nouveau centre de vote qui serait peut-être plus proche de son lieu d'habitation ou autre chose. Présenté par le conseil de l'ISI par rapport aux prochaines élections.
Je parle pas de date définitive, ce sont des projets de date parce qu'on a entendu pas mal de critiques par rapport à ces dates-là. Vous pouvez les rappeler, Madame Fenisch? Les critiques, ils nous... Non, pas les critiques, les dates d'abord, on arrivera aux critiques. Parce que sinon, je peux parler des critiques. Non, on arrivera aux critiques, ne vous en faites pas. Alors, les dates, donc c'est le 26 octobre pour les législatives. On va commencer avec les législatives. Le 23 novembre pour le premier tour présidentiel et le 28 décembre pour le deuxième tour présidentiel. S'il y a un deuxième tour des présidentielles, parce que ça reste donc, je dirais, théorique. Voilà, c'est une proposition qui a été faite par l'ISI. Actuellement, elle est sujet donc une loi organique dans ce sens pour finaliser donc cet échéancier-là, ce calendrier-là. Donc rien n'est définitif. Mais je tiens juste à rappeler quand même que je pense que c'est assez urgent de trancher maintenant parce que l'inscription allant commencer le 23 juin, il y a quand même une population qui n'est pas négligeable, qui est composée de jeunes qui seront donc en âge de voter, qui auront 18 ans, et c'est la loi la loi électorale stipule que ces personnes-là donc, en ayant 18 ans la veille du jour du vote, pourraient effectivement s'inscrire, retirer leur carte d'identité et exercer leur droit au vote. Parce que si le 26 octobre est la date de scrutin des législatifs, le 26, il y a des gens qui vont atteindre 18 ans et qui voudraient donc voter. Le 25. Donc c'est le 25 et qui doivent donc déclarer ou annoncer qu'ils vont donc signer. Ça aussi, c'est pour qu'ils puissent préparer à temps, au fait, leurs documents et ainsi de suite. Parce qu'après un mois, ils ne pourront plus. Voilà. C'est clair. Si vous avez une question. Je voudrais vous poser une question, je profite de votre présence, pour vous demander quelle est la durée de la période d'inscription. Vous allez mener une campagne de sensibilisation aux inscriptions par voie médiatique, par voie d'affichage, pour sensibiliser les gens, parce que là on va rentrer, il va y avoir le mois de Ramadan, il va y avoir un mois de calme relatif, on va avoir l'été. Est-ce que vous pensez que cette période-là va vous permettre quand même de sensibiliser les gens à aller accomplir leurs devoirs citoyens? C'est faux, excusez-moi, vous ne pouvez pas avoir mieux que Madame Fenisch par rapport à cette question-là, parce que c'est elle qui est chargée de la communication au sein de tant mieux. D'inscription, en fait, ça s'étale du 23 juin jusqu'au 22 juillet. Donc c'est un mois fixe qui est suffisant pour selon les standards internationaux et selon surtout les délais qui nous sont impartis. Après, on peut plus donc. Alors la personne qui se serait pas inscrite, elle ne pourra pas voter tout simplement. Donc je pense que c'est un appel que je fais un petit peu à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il n'y aura pas cette fois-ci, vous confirmez, d'inscription de dernière minute, d'inscription de gens qui vont s'inscrire le matin même des élections. Non, il n'y aura pas d'inscription passive et automatique. Donc même ceux qui décrètent aujourd'hui qu'ils n'iront pas voter, moi je leur conseille peut-être d'aller s'inscrire pour qu'un autre jour ils ne le regrettent pas, tout simplement parce qu'ils auraient changé d'avis entre temps et ainsi de suite. Maintenant, pour garder son droit et puis après savoir si on va voter, on va choisir, si on va voter, on va pas voter. Moi j'ai pas compris quelque chose, on va revenir aux personnes qui vont avoir 18 ans la veille des élections, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire maintenant? Ils doivent, exactement, ils auront 18 ans. C'est-à-dire connaître leur date de naissance. Connaître les dates des élections. Voilà, d'accord. Qui est donc objet de polémique, de temps de polémique. Et puis par la suite, donc, préparer la carte d'identité nationale et aller s'inscrire via les différents... À 18 ans, ils n'ont pas la carte d'identité. Il n'a qu'à préparer la carte d'identité. D'accord. Parce que on peut la préparer très avant 18 ans. Très subtile réflexion, c'est vrai. Mais il y aura, en fait, pour ces gens-là, un service spécial qui pourra leur... D'accord, voilà, parce qu'on peut pas préparer sa carte d'identité. Il y a des facilités à faire au ministère de l'Intérieur et autres, voilà. Donc vous êtes penché sur cette question. Donc l'instance, je pense, elle l'a déjà eu à travers... Non, désolé, attendez 2 secondes, je vais répondre quand même. On a beaucoup de questions à vous poser. Donc après, je reviens vers vous. Alors concernant la campagne de sensibilisation, elle s'articule autour de 3 axes essentiels. Donc il y a une campagne classique, donc via les médias classiques. Le média planning s'articule autour de 5 points: affichage urbain, spot TV, spot radio, print, donc tout ce qui est insertion presse, et puis le web, donc des insertions dans le web, que ce soit via les bannières, les interstitiels et ainsi de suite. Donc ce média planning là, le 9 et le 12 juin, on a accusé un léger retard, ce qui n'est pas de toute
de toute manière, si on arrive à commencer la campagne de sensibilisation via ces médias-là, le 23, ça ne porterait pas préjudice dans le sens ne sont pas dans la banalisation, dans l'esprit des gens. Je pense que surtout pour des systèmes aussi pointus comme l'USSD, le web, etc., et des procédures d'inscription assez multiples, je pense que commencer la campagne assez tôt donc je pense que c'est pour ça que la campagne finalement on a l'air de ne pas être assez présent. Je pense que ça fait partie aussi des critiques, mais c'est voulu et au contraire elle commencera à temps, mais en bonne et due forme. Voilà. Deuxième axe, donc ça c'est le premier axe, tout ce qui est affichage, presse, etc., radio, TV. Le deuxième axe, c'est une campagne de sensibilisation terrain qui va être menée donc en partenariat avec la société civile. Et ça donc c'est une idée au fait qui a été élaborée, qui a été lancée au fait avec suite à des rencontres multiples avec la société civile. Il y avait donc ce besoin. Il y avait le réseau de l'AMCHAM, je pense, qui va présider cette campagne-là. Non. Les associations, non? Non, pas du tout. C'est une campagne, au fait, initiée par tout le monde, effectivement, et qui serait quand même sous la supervision des IRI, donc dans les régions. Nous avons reçu 250 candidatures, donc 250 associations qui veulent participer à cette campagne. Nous sommes tunisien, et l'idée au fait c'était de créer des équipes au sein de chaque IRI, au sein de chaque circonscription, des équipes mixtes de la société civile, parce que pour éviter effectivement les solutions qui se présentaient était de mixer les personnes pour qu'on puisse finalement unifier le message qui serait le message de l'ISI, un message de sensibilisation, etc. Les penchants politiques des candidats à l'IRI. Oui, nous avons eu donc beaucoup de politique, on vous a reproché sur ce fait-là. Alors juste, je voulais insister sur le fait que nous avons pris conditions qui nous sont parvenues. Certaines d'entre elles étaient assez bien argumentées, étaient donc appuyées par des preuves, etc. Et beaucoup, malheureusement, étaient, c'est-à-dire ne portaient que sur des propos, des critiques non fondées. Et bon, du coup, c'est un fait indéniable aussi, on ne peut pas le nier. Oui. Voilà. Un petit mot. C'est vrai que dans ce climat politique qu'on vit aujourd'hui, il y a quand même une chasse aux sorcières qui existe. Et ça, je pense que c'est indéniable. Par contre, beaucoup de dossiers ont été retirés. Beaucoup de dossiers se sont désistés suite aux différents propos donc qui ont circulé, que ce soit sur le web, que ce soit partout, un petit peu partout, même dans les journaux. Et les autres dossiers donc qui sont restés, ce sont des dossiers qui ne sont pas vraiment appuyés de preuves. Effectivement. Dans le vif du sujet prend fin pour aujourd'hui. Je remercie infiniment M. Fawzi Charfi ainsi que Mme Khamel Fanish. Merci Anis, on se retrouve mercredi prochain. Bonne journée à toutes et à tous. Je remercie Wafé Bouzaïda à 9h le flash avec Mohamed Ali Cheikh. Bonne journée et au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet.